Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci aux nouveaux abonnés. Je suis trop contente. Bref, on a dépassé la barre de 100, pour moi c'est énorme, mais bon c'est comme ça. En fait, cette vidéo qui va durer 4 plombes, je vous préviens tout de suite. J'ai eu l'idée de cette vidéo quand j'ai en fait parlé avec Fanny Quéron, avec qui je travaille pour l'agence de com notamment, on parlait de littérature, de livres, etc. Comme souvent toutes les deux. Et en fait, on s'étonnait que certaines fois, dans certains podcasts, vidéos YouTube, etc., on voyait arriver des classiques qui, pour nous, semblaient être des classiques de base, et qui n'avaient pas été lus, ou visiblement qui n'avaient jamais été lus par les personnes qui chroniquaient, et que c'était... Bon, alors, attention, c'était pas des gamines qui avaient 12 ans, c'était des gens qui avaient entre 30 et 45 ans, et on se disait, mais enfin, c'est quand même bizarre, c'est des choses qu'on étudie à l'école, etc. Et donc, on a eu l'idée, on a eu l'idée commune, on va dire, toutes les deux, parce qu'elle m'a dit, oh tiens, j'en ferais bien un article. J'ai dit, bah tiens, j'en ferais bien une vidéo et un podcast. Donc j'ai fait un podcast aussi qui dure 1h10, donc j'espère que ça va pas durer autant de temps. Alors premièrement, et je sais que c'est vraiment l'habitude et qu'il faut le faire à chaque fois, ça me gonfle à un point, mais qu'il faut préciser à chaque fois dans une vidéo que c'est votre avis personnel. Oui, évidemment, c'est mon avis puisqu'il y a écrit mon top 20, donc c'est mon top des 25 œuvres classiques françaises que j'estime être des classiques de la littérature française et qui pour moi, comme diraient certaines personnes, si vous n'avez pas lu ça, vous n'avez rien lu. Voilà. Mais c'est ce que, par exemple, idée, vous me dites, oh Lisa, c'est quoi pour toi les 25 livres que faut que j'ai lus absolument dans la littérature française pour ne pas avoir l'air d'une abrutie ou d'un abruti, ou la base. Voilà. Et donc ça, c'est pour moi la base des livres français. Alors je peux vous le dire tout de suite, j'ai mis pratiquement 2 jours à me décider parce que j'ai noté qui pour moi étaient des classiques, qui pour moi étaient incontournables. D'ailleurs, j'en ai biffé beaucoup. Parce que je crois que la première liste, il y en avait 75. Et je me suis dit non, ça va pas être possible. Donc j'ai dit un top 20, un top 25, parce que top 10, ça me semblait très compliqué. Euh, Parce que de toute façon, il aurait fallu que je pioche dans tous les auteurs que j'aime et que je trouve classiques. Pas forcément que j'aime, hein, mais qui sont classiques pour moi. Donc j'en ai mis 25, j'en ai biffé beaucoup. Je me suis arraché le cœur à chaque fois, donc voilà. Alors vous allez m'excuser aussi sur le fait que j'ai préparé des notes parce que c'est des romans, des œuvres, il n'y a pas que des romans, que j'ai lus il y a... Voilà, dont je sais de quoi ça parle, hein, je suis pas complètement nounouille, mais voilà, je me suis, à chaque fois que j'ai pas biffé le titre et que je me suis dit je prends celui-là, j'ai essayé de me rappeler d'une phrase qui m'avait marquée. Du coup, quelquefois la phrase était incomplète, je suis allée récupérer ça un peu à droite à gauche, surtout dans mes Lagarde Michard, hein, parce que j'ai encore les Lagarde Michard, ou dans les œuvres elles-mêmes. Alors, autre petite parenthèse, on va y arriver, ça c'est Général Lux. Je suis pas sûre qu'il soit très très littérature française celui-là. Il est très livre, mais tout. Il aime beaucoup mon encyclopédie de la poésie du monde, le truc en anglais qui pèse 3 potes. Tiens, il aurait fallu que je vous le montre ça, mais bref. Quoi? Qu'est-ce qu'il a le chat? Ah non, mais non, c'est non. Non, Lapi, oui, ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est le printemps, elle fait son nid. Et juste devant ton balcon, c'est bête quand même, elle est bête cette bestiole. Voilà, il a une pie qui est en fait en train de faire le nid sur le marronnier juste en face de la maison. Et donc lui, il voit ça, il a juste envie, c'est de sauter dans le marronnier. Donc du coup, j'évite qu'il sorte tout seul parce qu'il a une tendance à voler mon chat. Voilà, donc vous voyez ce que je... On en revient à ça. Donc j'ai essayé de me rappeler des phrases qui m'avaient marqué. Et c'est peut-être pour ça que ces livres sont restés en moi vraiment ancrés.
Et enfin, je ne les ai pas tous ici, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois dans un FAQ et dans un tag bibliothèque, je n'ai pas tous mes livres avec moi, j'en ai certains dans ma maison familiale, j'en ai certains à d'autres endroits. J'en ai ici, dans mon espèce de brouhaha de bouquins, il y en a certains, si je les prends, il y a tout qui s'effondre, donc j'ai évité de faire effondrer la moitié de la baraque, hein, pour éviter de me retrouver sur les genoux de mon voisin du tout. Voilà. J'ai pris ce qui était accessible, et généralement ce qui est accessible, c'est les... Je me suis aperçue que c'est les œuvres que je relisais assez régulièrement ou dans lesquelles j'allais pour lire un morceau, etc. Donc vous allez voir, il y en a, ils sont... Comment dire, dans un état pitoyable. Mais c'est pas parce que je les traite mal, c'est parce qu'ils sont vieux ou que parce que je les ai beaucoup utilisés, je vous expliquerai. Donc j'ai mes notes à côté de moi, je vous prie d'excuser le fait que effectivement vous allez me voir mettre le nez dans les trucs. Mais je prendrai mes notes, en fait je prendrai mes notes, j'ai noté juste les phrases, donc je prendrai la feuille quand... voilà. Alors le premier, oui il y a mon listing aussi parce que de tête, hein, les vieux, hein, les vieux ça se rappelle plus de tout. Voilà, alors le premier qui m'est venu à l'esprit quand j'ai dit classique, œuvre française, Lisa, qu'est-ce qui t'a marqué, le premier qui est arrivé c'est la chanson de Roland. Le truc... oui. Alors, pareil, je l'ai chez mes grands-parents, dans la bibliothèque, quoi, dans ma bibliothèque, voilà, la mienne. Oui, j'en ai une qu'à moi. Il y en a plein, familiales, machin. Il y en a une et à Bibi. C'est que les livres de moi. Voilà, c'est mes livres à moi. Il y a les Fantomettes, hein, il y a les Clubs des 5, les Fantomettes, enfin bon, bref. Mais il y a beaucoup de classiques que j'ai lus les étés, etc. Sachant, je l'ai déjà dit, que les Mauriac, etc. appartiennent à la bibliothèque de mon grand-père. Donc du coup, voilà, c'est pas les mêmes endroits. La chanson de Roland, alors oui bien sûr on sait toujours pas qui a écrit ça, mais enfin c'est vraiment une épopée de 4002 vers je crois, de cette geste longue qui retrace le Roland, enfin l'histoire de Roland. Tout le monde connaît l'Olifant, tout le monde connaît Roncevaux, c'est en 4 parties, il y a la trahison de Ganelon, la bataille de Roncevaux, évidemment, la vengeance de Charlemagne, puisque c'est Charlemagne qui l'avait mis à l'arrière, enfin bref, pour... il luttait contre le roi Marsil, et évidemment, le jugement de Ganelon. Alors, je pense que ce qui m'avait marqué, c'était surtout que ça évoquait le courage, l'honneur, et ça faisait barrage à une espèce de filouterie, de bassesse de Ganelon. Voilà. Alors, la phrase que j'avais retenue, c'est là qu'il tombe à la renverse sur l'herbe verte, il s'évanouit, la mort est proche. Moi, j'avais trouvé ça très joli. Après, au-dessus, je pense qu'il parle de Durandal, si je me souviens bien, dans le même passage. Donc, la chanson de Roland. Voilà, c'est premier. Si vous n'avez pas lu, vous me dites. Ah oui, ça aussi, dites-moi dans les commentaires si vous les avez lus, quoi, parce que ça m'intéresserait de savoir si mes classiques ou ceux que je vais vous citer, vous vous dites mais de quoi elle me parle, la gourde, ou si vous aussi. Mais ça, c'est des. Enfin, en plus, c'est des. Je me suis aperçue en discutant après avec une de mes ex-camarades de lycée. Quand je lui ai dit ça, je lui ai dit alors, tu vois, c'est mon top 25, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on apprend à l'école, que ça soit à la primaire, au collège ou au lycée. En gros, donc peut-être un par un ou deux peut-être. Le deuxième c'est Yvain ou le Chevalier au Lion. Alors, j'aurais pu vous citer Aucassin et Nicolette qui sont là, ou Merlin de Robert de Boron, ou vas-y, j'ai retrouvé. Ou Lancelot, ou le Chevalier de la Charrette. Il est plein de poussière ce truc. Oui, alors il était au fin fond de la bibliothèque toute pourrite, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, pour vous dire qu'il est vieux, parce que je fais des découvertes, moi. Vous voyez? Voilà, donc quand je l'ai lu, je devais me promener dans un truc, il y a des marguerites, des pissenlits, super. Voilà, donc vous voyez le genre de bouquin qui me plaise beaucoup. On voit qu'il a été lu parce qu'il est tout...
Voilà. Alors, Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, donc, ce fameux chrétien. C'est pas lui qui a inventé la légende arthurienne, mais en fait, lui, il a créé le mythe de ce chevalier errant, de cette espèce de monde merveilleux où il est peuplé avec les dragons, les géants, il y a des gnomes, il y a des cruelles coutumes, etc. En plus, Yvain, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il devait regagner le cœur de sa belle, qui s'appelait Lodine. Lodine. Et j'ai commencé par ça, et ensuite j'ai lu, effectivement, comme je vous l'ai montré, Lancelot, Merlin de Robert de Boron, etc. Je me suis lancée dans cette espèce de folie de la légende arthurienne, dont je suis une grande fan, d'où mon intérêt grandissant pour la sortie de Kaamelott. Oui, moi j'aime la légende arthurienne dans son ensemble. Vous voyez les Monty Python, c'est Graal, moi ça me fait pleurer de rire. Vous voyez mon niveau. Donc je peux lire des trucs très, on va dire chiants, peut-être pas, mais en tous les cas très... Voilà, et me marrer devant Kaamelott ou Secret Graal. Mais ça reste la religion naturelle. Donc Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien III, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Alors la phrase que j'ai retenue, c'est « Vous possédez l'écrin et la clé où Majo est enfermée, mais vous ne le savez pas ». Je sais pas si on ne devrait pas dire ça à quelqu'un, en fait. C'est une jolie déclaration d'amour, en gros. Voilà, la fille qui commence à réfléchir. Ouais, j'ai écrit en gros les phrases parce que moi je suis myope, hein, donc du coup il faut que ça soit très très... Autre livre, c'est Les Regrets. Ah, Les Regrets de Joachim du Bellay. Punaise, mais comment je vais dire ça? Alors, il était dans cette espèce de mouvement, la Pléiade. Joachim du Bellay. Moi, je l'ai rencontré, entre guillemets, dans la bibliothèque de mon grand-père, qui avait une anthologie de la poésie, style. Et un jour, je feuilletais, je suis tombée sur Les Regrets. En lisant quelques passages, et en me faisant expliquer, parce que j'étais vraiment... Enfin, j'avais pas 15 ans, hein, donc voilà, et on m'a expliqué que c'était parce qu'il était en exil à Rome, et en fait, il avait le mal du pays, et il faisait passer ses sentiments personnels, la douleur et l'éloignement qu'il avait d'être loin de la France. Et il critiquait aussi la société romaine de l'époque, et donc ça m'avait intéressée, et j'avais lu plus tard, je vais avoir 16 ans, j'ai lu Les Regrets de Joachim du Bellay, et j'ai trouvé ça mais fabuleux. Voilà. Et j'avais relevé, alors tout le monde connaît Heureux qui comme il lit, ça a fait un beau voyage, mais moi j'avais relevé Ayant fait comme moi un malheureux voyage. Et j'avais trouvé ça très très beau comme chose. Donc après, tout le monde connaît ce genre de choses. Mais pas tout le monde sait que c'est Joachim du Bellay. Voilà. Autre livre. Ah non, mais ça c'est... Bon, alors, les classiques, ça, j'ai failli le biffer, je vous le jure. Hein. Les fables de La Fontaine. J'ai vraiment failli biffer ce truc parce que y a 243 fables qui, sous couvert d'être des animaux, critiquent la société, enseignent aussi la morale. Alors, je pense qu'on les a tous eus hein, à l'école. En tous les cas, nous, notre professeur de collège nous les avait fait toutes lire. On avait acheté le truc et on les avait toutes lues. Alors, on les avait pas toutes disséquées avec une compréhension. En tous les cas, on avait été obligé de toutes les lire et de noter à peu près la morale, ce qui était. Donc, je me souviens de ça. Je pense que tout le monde les a appris par cœur, ces fables du XVIIe siècle, et je me sens... Je ne sais pas si c'est encore fait, c'est enseigné encore correctement, en tous les cas, complètement. Peut-être qu'il n'y a que les plus célèbres qui sont donnés. Moi, j'avais beaucoup aimé la querelle des chats, non, des chiens et des chats et des chats et des souris. Et j'avais relevé, ce que je sais, c'est qu'aux grosses paroles, on en vient sur un rien, plus de 3/4 du temps. Humain, il vous faudrait encore à 60 ans. Alors, je pense qu'on va être obligé de les appliquer là tout de suite maintenant. Là. Vous voyez, cette phrase, on devrait la mettre au fronton de certains endroits. C'est horrible. Autre livre, ah oui, La mare au diable de George Sand. Oh, punaise. Alors, George Sand est... George Sand est un coup de cœur d'un été avec La mare au diable. C'est-à-dire l'histoire de cette espèce de second remariage de Germain qui a 3 enfants et qui est pressé par son beau-père, le père Maurice, pour se remarier. Il y a une riche veuve, je sais pas si elle est, je me rappelle plus si elle est riche, mais enfin, en tous les cas, c'est un bon parti qui a quelques
un truc d'ici, enfin bref. Et George Sand parle beaucoup de nature à l'intérieur, c'est vraiment un roman un peu idéaliste. Et moi, je l'avais trouvé dans la bibliothèque familiale. George Sand, vous voyez, je pense que je vais avoir 13-14 ans, 13 ans, et je me souviens d'avoir pensé que c'était un mec. Ah oui, George. Alors, il n'y avait pas de S, vous êtes d'accord. Mais en anglais, il n'y en a pas. Donc, du coup, voilà. Je me posais la question. Je me suis dit, et je l'ai pris. Et j'ai retourné et j'ai vu George Sand, romancière. Je me suis dit, ça, une fille. Donc, j'ai lu et j'ai trouvé ça magnifique. Et alors, évidemment, je me suis jetée sur la vie de George Sand. Et voilà. Elle fait partie des auteurs, des femmes, en général. Que j'aime beaucoup, qui ont eu une vie libre de faire ce qu'elle voulait. Mais quels amants elle a eu, cette fille. C'est incroyable. Bref, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé la Maraudière. Vous allez me dire, il y a la petite Fadette, machin, il y en a plein d'autres, mais la Maraudière me semble quand même un pilier. J'avais relevé, l'art n'est pas une étude de la réalité positive, c'est une recherche de la vérité idéale. Ouais, je sais. Ouais. Non, mais mon cerveau retient des trucs assez particuliers quand même, hein, je vous le dis. Ensuite, Cyrano de Bergerac. J'ai 2 listes et j'arrive pas mes lunettes ne sont pas adaptées pour les grosses lunettes, les doux petits trucs. Super, j'aurais dû faire dans les deux, même police, vous voyez, et même taille pour que l'harmonie. Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Alors, je pense que c'est une des pièces de théâtre les plus connues. Sans doute le personnage de Cyrano est quand même, avec sa cape, son épée, son chapeau, machin, est quand même l'une des plus représentées, je pense, en France. Dernièrement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment, j'ai en tête la pièce de Alexis Michalik sur Rostand, sur Edmond, la pièce, qui parlait justement d'Edmond Rostand quand il écrivait Cyrano. Alors, la coïncidence a fait que, quand moi j'ai lu cette lettre, enfin ce livre qui est un incontournable en Dordogne, hein, je vous le dis tout de suite, c'est comme Eugène Leroy, Jacques le Croquant, etc. C'est des Mauriac, Montesquieu, Montaigne. C'est des trucs qu'on m'a mis en intraveineuse en Dordogne. Hein, donc, il n'y a pas Montesquieu, il n'y a pas Montaigne, mais j'aurais pu les mettre parce que c'est en intraveineuse. Hein, voilà. En Dordogne, c'est obligatoire. Mon grand-père disait, c'est ça. Voilà. Pas le choix. Donc, Cyrano de Bergerac est évident. Edmond Rostand aussi. Sachant que quand je l'ai lu, je ne savais pas qui était le garçon du cimetière. Je ne savais pas que c'était Louis Gendron et que je ne savais pas que c'était un admirateur forcené de Rostand et que Rostand lui voulait une amitié qu'il a été éternelle jusqu'à la fin de Rostand. Il a toujours célébré Louis Gendron. Donc voilà, j'étais peut-être destinée justement quand j'ai adoré Cyrano de Bergerac et Edmond Rostand et Jean Rostand aussi parce que j'ai par des ricochets après. J'étais destinée à ça, quoi. Voilà. Donc j'étais destinée à rencontrer Louis Gendron par rapport à Rostand. Moi j'avais relevé, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. C'est à peu près tout ce que je fais alors donc. Merde, tout ce que je fais est inutile ou tout ce que je fais est inutile et donc beau. Allez-y. C'est la journée. Ah, l'amour de ma vie. Je vais passer vite, hein. Je vous montre le titre, ça va aller vite. Je pense que j'ai pas besoin de vous résumer le livre. Le Grand Maulne. Bon, laissez tomber, hein. Augustin Maulne, Yvonne de Gallet, François. Le romanesque à l'état pur, le truc qui me fait chialer à chaque fois que je le lis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, Alain Fournier a été fauché dans la Grande Guerre, comme Louis. Voilà. Mais bon, ils n'ont pas eu le même succès, puisque Louis n'a pas encore de classique, chose que j'aimerais qu'il ait un jour. Voilà. Donc ça, c'est l'amour de ma vie absolue, hein, de lectrice. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai failli tomber à la renverse. Je crois que je suis tombée amoureuse d'Augustin Maulne. En fait, à la base, j'étais amoureuse de François. Pitaré. Et qui après voilà. Et alors pour vous dire, c'est mon vieil exemplaire. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a quelque chose dedans. En fait, je veux dire, il y a un petit mot d'un de mes camarades de classe. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas revu parce que c'est pas celui que je relis généralement, c'est un autre. J'ai plusieurs grands Maulnes. J'en ai un peu plus joli.
c'est celui que je relis. Celui-là, j'avais bien aimé parce qu'il était, la tranche était verte, elle était mignonne comme tout, puis j'aimais bien le... Voilà. J'avais pas relu la bafouille de mon camarade de classe, qui visiblement me déclarait sa femme. Enfin, il écrit « J'aimerais être ton Augustin ». Bah choupi, ça. Voilà. Le grand monde. Voilà. Et comme quoi, je rougis. Vous voyez ouais. Et oui, ah ben, on a des filles, on sait qu'on a. Je sais qui c'est le petit binoclard à lunettes, le blond avec les yeux bleus, là. Bref. Autre livre. Ah oui, la phrase. Alors, la phrase, je me souviens, comme quoi. Peut-être quand nous mourrons, peut-être la mort seule nous donnera la clé et la suite et la fin de cette aventure manquée. Vous comprenez pourquoi j'aime le grand moine? Voilà. Autre livre, ah oui, non, mais ça, alors là, ouais, le Rouge et le Noir de Stendhal. Alors, pour tout vous dire, pour être honnête, hein, il m'a gonflé le Julien Sorel, mais alors à un point, quand j'ai lu le Rouge et le Noir, j'étais à un moment donné, j'étais prête à l'arrêter, parce que je trouvais détestable ce type qui se servait de son habit de séminariste, là, machin, pour aligner les conquêtes. Alors, Madame de Rênal, alors oui, tout le monde a le truc de la main, machin. La femme du maire aussi de Verrières, Mathilde, etc. Enfin bref, mais je le trouvais détestable. Alors tout le monde me disait c'est un romantique, mais je trouvais ce type puant. Et à l'école, quand on l'a fait, je pense que j'étais une des rares dans la classe qui râlait parce que je me disais oh non, on va pas se taper Sorel, quoi, pas encore. Et en le relisant vers mes 25-30 ans, alors, j'enquille toujours pas Sorel, hein. Mais voilà. Il y avait autre chose que quand j'avais 14-15 ans, j'avais peut-être pas forcément vu, à 18 non plus, ou en tous les cas, j'avais vu, mais ça, voilà. Mais le Rouge et le Noir de Stendhal, c'est quand même un pilier, parce que quand vous lisez, Stendhal, quoi. J'aime... Alors, j'ai pris le Rouge et le Noir parce que c'est quand même pour moi, le pilier de la littérature française quand on parle de Stendhal, même si perso, Bibi aurait choisi La Chartreuse de Parme. Voilà. Mais j'ai fait le top 25 des livres qui me semblent être les incontournables et que tout le monde connaît, enfin, je pense. Enfin, je suppose, Stendhal, Le Rouge et le Noir. La phrase, c'est « Qui s'excuse, s'accuse ». Oh, putain. Oui, je sais. Voilà. Je fais ce que je peux, hein. Autre livre, ah non, mais alors là, alors après le Grand Môle, L'homme de ma vie. Bah oui, littéraire. Oui, oui, non, alors voilà. Non, lui c'est, non, ouais. Non, je veux dire que, par exemple, il est à la littérature ce que Blur est à la musique pour moi. Vous voyez ce que je... J'ai pas encore le mot tatoué, mais j'y pense fortement, d'ailleurs. Voilà, oui, je sais. Alors, meilleur ami qui passe par là a dû dire « Oh non, on va pas faire un tatouage avec Arthur Rimbaud. » Oui, c'est prévu, meilleur ami. Voilà. Arthur Rimbaud. Alors, moi, c'est poésie, en gros. Je vous montre celui-là parce que c'est celui que j'ai eu pour mon anniversaire. Un de mes anniversaires. Voilà. De ma maman. En gros, c'est la Pléiade. Hein. Bah oui, enfin, voilà. Donc, le truc le plus incroyable du monde. Il y a même la carte de ma maman. Voilà, donc la Pléiade, quoi. Le truc... Alors, je vous le dis tout de suite, vu le nombre de livres que j'ai d'Arthur Rimbaud, j'ai l'intégrale d'Arthur Rimbaud, j'en ai plusieurs, etc. C'est ceux que je manipule, hein. C'est pas celui-là que je manipule, hein, parce que celui-là, même pas en rêve, enfin, je l'ai manipulé, mais je fais hyper attention. Parce que, voilà, j'en ai 4 ou 5 de la Pléiade. Je suis pas une fan absolue dans le sens où je suis pas le genre de fille à dire « Oh, j'ai toute la Pléiade ». Non, j'ai acheté que ceux que j'aime, quoi. Enfin, les gens que j'aime beaucoup, voilà. Donc, celui-là, je l'ai eu en cadeau. Arthur Rimbaud. Donc, moi, c'est poésie, en fait, puisque ça rassemble les poèmes qui ont été édités en 1870 et 71. Il n'y a pas une saison en enfer et illumination, je crois. Ils y sont pas. Et il y a une préface de Verlaine. Voilà. Comment dire ?
Arthur a été le damoiseau qui m'a le plus fascinée quand j'étais petite. Déjà, premièrement, parce qu'il y a une photo qui trônait dans une bibliothèque. Et quand j'ai vu Arthur... Alors, c'est pas le Arthur qu'on voit à chaque fois, adolescent à 15 ans. C'est celui où il est un tout petit peu plus jeune. Non, voilà. La première fois que j'ai vu Arthur, j'ai fait... C'est un peu comme quand j'ai vu la première fois le tableau Portrait d'un jeune homme de Bronzino, quoi. J'ai bloqué. Je pense que c'est les deux plus beaux garçons du monde. Perso, le garçon de Bronzino est le plus beau garçon du monde. Mais Arthur est pas loin. Même Arthur vieux. Hein. Alors, il paraît que c'est pas ces photos-là, c'est pas lui sur les photos en Abyssinie, etc. Si ça s'avère que c'est vraiment lui, franchement, même à cet âge-là, voilà, Arthur, quoi. Je lui aurais sauté dessus, moi, entre deux chameaux, hein, perso. Voilà, donc, oui, bah, je fais ce que je peux. Oui, j'ai un goût particulier. Voilà, mais Arthur Rimbaud, poésie. Parce que poésie, je pense que c'est ce que je préfère. Voilà, le recueil de poèmes. Alors, j'ai dans la tête, j'ai noté... je ne me rappelle plus de quoi. Je ne m'en rappelle plus. Non, je crois que c'est l'étoile rose, le titre. Mais en fait, la phrase, c'est l'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles, l'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins. Il y a une fin où il parle de figues. Voilà, voilà. Non, parce que en gros, le poème est assez osé, si vous le lisez autrement. Il parle de figues, d'hommes, de reins, de machin. Vous voyez ce que... Voilà. Non, laissez tomber. On va pas parler de ça maintenant. En plus, il y a peut-être des petits qui écoutent. Généralement, on m'appelle toujours quand je suis en train de bosser. J'ai l'habitude. Autre livre, comme je disais, Molière. Alors ça aussi, hein, j'ai biffé. En fait, c'est un souvenir perso, en gros, cette pièce-là. Donc c'est peut-être pour ça. C'est pas la plus célèbre, c'est pas la meilleure de Molière, mais c'est celle que j'aime. C'est Le médecin malgré lui. Ah oui, vous avez vu l'état du... Oui, vous allez comprendre. L'état du truc. Alors Sganarelle, on sait, avec sa femme Martine, machin, etc. Bon, bref, on connaît l'histoire. Il y a des situations cocasses, c'est comédie, etc. Je l'aime d'autant plus, en fait, que je l'ai faite sur scène au lycée, d'où l'état du... Voilà. Parce que je partageais mon livre, et je peux pas vous montrer non plus parce que j'ai plein de petits mots de mes camarades, hein, parce qu'il y avait des gens qui m'ont mis des mots de partout sur ce bouquin. En gros. Et en fait, je partageais mon bouquin avec une autre de mes camarades. Parce que pour des raisons X ou Y, elle n'avait pas les moyens à l'époque de se payer même ce genre de petits livres. Et notre prof, c'était le prof d'histoire et de français qui avait monté cette pièce-là, avait demandé si on pouvait partager notre bouquin. Donc moi j'avais dit oui, moi ça me posait aucun problème hein, de partager mes affaires. Donc voilà, et j'avais partagé, alors, vu voilà, l'état du bouquin, c'est-à-dire que en fait comment se les partager et que quelquefois il était dans nos affaires et que c'était un peu le souk, hein, on va dire, il est un peu... voilà, il tient à un fil. Hein. Coucou. Voilà, donc... Mais je l'aime d'autant plus parce que je faisais le personnage de Lucas à l'intérieur. Si vous connaissez, c'est un paysan, c'est le mari de Martine. Je me suis régalée à faire ce genre de choses. Il paraît que j'étais particulièrement douée aussi. Alors, Lucas était de toutes les scènes. Il n'avait pas de discours, comment dire. Il ne disait pas tout le temps quelque chose, mais j'ai été sur scène pratiquement du début jusqu'à la fin. Avec mon joli déguisement de paysan. J'étais magnifique. Voilà. Et donc, j'avais un super accent que j'avais piqué des paysans périgourdins qui étaient géniaux. Parce que... pour pouvoir faire ça, parce qu'ils ont un accent un peu... Et j'avais dans l'oreille quelqu'un que je connaissais bien, et donc j'avais fait ce rôle avec grand plaisir. Et il est bête, hein, Lucas, mais je l'aime beaucoup. Voilà, donc c'est Le médecin malgré lui de Molière. Moi, j'ai retenu un truc qui n'est pas du tout féministe. Je vais me faire tuer. Mais la phrase, c'était « Oh, la grande fatigue que d'avoir d'une femme ». Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Vous pouvez gueuler, les féministes. Allez-y. Il y en a qui vont brûler Molière maintenant, grâce à moi. Bravo. Allez, Le médecin malgré lui. Voilà. Et je remercie toutes les personnes qui étaient sur scène avec moi. Elles se reconnaîtront sûrement, voilà, dont 2 qui m'ont mis des petits mots qui sont éternellement dans mon petit bouquin. Autre livre, ah ouais, mais ça,
Non, mais alors, tout le monde connaît Orage au désespoir, aux vieillesses ennemies, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Moi, j'ai mis la valeur n'a un poids le nombre des années. Voilà, le Cid de Corneille, Pierre Corneille. Alors, je ne l'ai pas sur moi, enfin, je ne l'ai pas ici, mais j'ai des Corneilles qui ressemblent à ça. Alors, c'est pas un Corneille, hein, mais voilà. C'est une vieille édition de librairie Hachette, je sais même pas s'ils ont encore. Ça, c'est celui de tout à l'heure. Enfin, pas vraiment, mais voilà. C'est sur Victor Hugo, vous voyez, on avait ce genre de choses. Alors, c'est des vieux trucs qui datent, en vérité, de l'école de mon papa. Pour vous dire, hein, Papounet étant né dans les années 40. Voilà, ça vient de son truc à lui, voilà. Donc il en avait plein et moi j'ai pioché là-dedans. Voilà, donc le Cid, c'est quand même... C'est une pièce tragicomique, en gros. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est une belle histoire d'amour entre Rodrigue et Chimène. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon. La vengeance, la jalousie, le bonheur de se marier. C'est en alexandrin. C'est le Cid, quoi. Je pense que la tirade orage au désespoir, aux vieillesses, vieillesse, ennemie neige de ton temps vécu que pour certaines familles, ne suis-je. Ouais. Je crois qu'on la connaît tous et qu'on l'a tous appris à l'école. Je pense, hein. Je pense que c'est la tirade qui est la plus apprise à l'école. Je suppose, peut-être pas maintenant, mais en tous les cas de mon époque, c'était obligatoire. Autre livre. Ah Voilà. Alors vous allez voir, on va tomber dans les gros classiques. Il a un peu pris la poussière le truc. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu. Alors je peux vous dire en quelle classe je l'ai faite. Je l'ai fait en 3e. Parce qu'il y a mon nom et la classe à laquelle j'appartenais. Parce que je mettais ça automatiquement. Je l'ai lu avant. Je crois que je l'ai lu l'année précédente. Un été, pareil. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors bien sûr, c'est un livre du XVIIe siècle. C'est l'histoire d'un amour impossible entre une femme, enfin entre un mari et sa femme, dont la femme a des sentiments pour un autre. Et puis dans ce livre, plus l'amour ne passe pas forcément dans la voix, mais dans les regards. Et c'est le fait aussi que l'héroïne résiste à toutes les passions qu'elle peut avoir, à la passion qu'elle a, et qu'elle se range à la raison. Et moi, j'avais beaucoup aimé. En plus, la langue est admirable, hein, Madame de Lafayette. Et c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau que je ne me souviens pas de... Comment vous dire? Je me souviens pas d'un passage en particulier. C'est un des rares où je n'ai pas focalisé sur un truc, mais tout. Et je l'ai relu il y a une dizaine d'années. Parce que je devais animer une table ronde dans un collège qui le faisait. Et je l'avais relu un petit peu avant pour voir un peu. Et je me suis surprise à bloquer sur un passage qui, à l'époque, m'avait semblé anodin. Voilà. Et j'avais retenu toutes mes résolutions sont inutiles. Je pensais hier tout ce que je pense aujourd'hui. Et je fais aujourd'hui le contraire de ce que je résolu hier. En fait, ça s'appelle grandir. Ou devenir mature. Malheureusement pour nous. Mais bon. Non, c'est aussi être très raisonnable. Et j'ai d'autant plus d'admiration pour Madame de Lafayette que la princesse de Clèves. Ça aurait pu être moi dans une autre vie. Je suis un peu la voix de la raison, quelquefois. Voilà. Je pense avoir loupé des occasions à cause de ça, mais c'est comme ça. Ah on en vient à un homme, à un auteur, un écrivain, qui m'a ouvert, mais alors, des portes mais de l'imagination, de la science-fiction, de l'anticipation, de l'exploration. On y va? Il a deux titres dans le top. 20 milieux sous les mers et Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Parce que, alors, le 20 milieux sous les mers, pour moi, pour l'adolescente que j'ai été quand je l'ai lu, parce que ça fait partie des Montesquieu, Montaigne, Mauriac, Jeanne de la clique, Jules Verne, c'était en intraveineuse. Quand je l'ai lu, c'était fascinant. J'ai été fascinée parce que
Parce que pour la gamine que j'ai été, et qui ne rêvait que d'explorateurs, d'aventuriers, qui avaient été élevés à Boréal de Paul-Émile Victor, à Amundsen, à tous ces explorateurs, à tous ces personnes qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer, qui vont ailleurs pour nous montrer ce que c'est. Et même aux gens qui allaient dans l'espace, hein, puisque voilà, moi j'étais abreuvée d'explorateurs aventuriers par mes grands-parents dans l'ensemble, mes oncles et tantes. Et là, j'avais un roman, mais qui était fascinant. Le Nemo, le Nautilus, tout ça, c'est... quand je l'ai fermé, j'étais là, encore. Donc on m'a refilé un deuxième. Et le même été, j'ai lu Le Tour du monde en 81 jours. Voilà. Et là, Phileas Fogg, j'en passe partout. Voilà. C'est différent, hein, mais c'est pareil, c'était... Alors, c'est aussi une ode au progrès et au transport, etc. Et alors, autant le tour du monde en 80... autant 20 milieux sous les mers, c'était mon côté aventurier, admiratrice des aventuriers, des explorateurs, etc. C'est toujours, hein, voilà. Je bave hein, devant ces gens-là. Moi, je suis tellement peu téméraire dans ma vie que moi, ces gens-là, c'est impressionnant. Que le tour du monde en 80 jours, je suis une fan de la révolution industrielle, qui même maintenant, je pense, qui est allée trop loin. Bah, nous, on a été trop loin. Mais la période de la révolution industrielle, de tout ce qui s'est construit, de tout ce qui a été inventé à cette époque-là, moi, je trouve ça révolutionnaire, bien sûr. Mais c'était surtout que c'est fascinant. Et c'est une période qui, pour moi, est fascinante. Voilà. Et le tour du monde en 80 jours, cette espèce d'ode au progrès, au transport, etc., ça a été un choc de culture parce que Jules Verne m'a ouvert des trucs pas possibles et je me suis intéressée à la révolution industrielle à cause de lui. Merci, monsieur Jules. Et donc voilà, c'est pour ça que ça fait partie des thèmes, des périodes et des thématiques d'histoire qui me passionnent toujours autant. Alors, vous m'allez me dire, ouais, mais tu as retenu quoi? Alors, 20 milieux sous les mers, j'avais retenu. Alors, il, c'était Nemo. Haïssait l'Angleterre et d'autant plus que sur plus d'un point, il l'admirait. Ce qui fait que moi, en fait, je peux dire que j'admire l'Angleterre et que sur plein d'un point, je l'aime. Bon, au lieu de la haïr. Voilà. Ça m'était arrivé dans l'oreille parce que j'étais déjà une tarée de l'Angleterre, donc ça n'a pas changé. Et le tour du monde en 80 jours, c'est en somme rien de moins communicatif que ce gentleman. Il parlait peu et faisait d'autant plus mystérieux qu'il était silencieux. Voilà. D'où le fait que j'aime les garçons mystérieux. Non mais... vous voyez l'impact de la littérature sur une jeune fille. On devrait interdire de lire ce genre de choses. J'adore, je m'en fous en fait. J'ai adoré mes lectures. Donc voilà. Alors, on continue. On y est presque, hein, vous allez voir, on va taper dans le gros là. Il y a un deuxième auteur qui a 2 romans dans mon top. On l'a vu tout à l'heure. Victor Hugo. Alors, les contemplations, c'est pas... Enfin, là, c'est poésie choisie. Les contemplations, c'est les poèmes qu'il a écrits en exil lorsqu'il est en deuil de sa fille Léopoldine. C'est du lyrique, hein, c'est du Hugo. Enfin, perso, moi, Hugo... Non, je vais éviter de le lire. Mais voilà, Hugo, c'est Hugo. Alors, le deuxième, c'est un roman, c'est Les Misérables. Bien sûr qu'il y en avait d'autres. Mais les contemplations de Victor Hugo, c'est une des plus belles choses que j'ai lues en poésie. Vous allez me dire à part Arthur Rimbaud. Avec Arthur Rimbaud. Parce que c'est une espèce de grande sensibilité. Il y a une espèce de... Alors, il y a du lyrisme personnel et une grande sensibilité, mais à la fois, il y a de la critique de la société dedans. Il oublie jamais qu'il est Victor Hugo, le fait qu'il dénonce, etc. Et ça c'est ce que j'aime chez lui, quoi. Les Misérables, c'est pareil. Il y a cette idée de romantisme, de romanesque, etc. Mais il y a aussi le côté égalité, liberté, que soutenait Hugo tout le temps, toute sa vie. Et donc, c'est ce que j'aime dans cette histoire de Jean Valjean, on la connaît, Cosette et toute la clique, mais on va pas résumer Les Misérables. Hein.
Mais c'est Hugo lui-même que j'aime. C'est-à-dire que il y a toujours quelque chose pour lequel il essaye de prêcher, quelque chose qu'il essaye de faire avancer quelque chose. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Hugo. Alors les poèmes d'Hugo, moi voilà, je pense que si vous me demandiez de choisir entre Les Misérables et Les Contemplations, je vous dirais je prends Les Contemplations parce que j'aime Hugo en tant que poète. Tous les poèmes d'Hugo, j'en ai à la maison, pas ici, mais voilà, ma grand-mère avait une œuvre complète des poèmes d'Hugo. Je crois que je l'ai lu en entier un été et je suis tombée amoureuse du personnage. Et après, j'ai lu pas tout, mais j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses d'Hugo. Et puis, je sais pas, en fait, je sais pas le dernier truc que j'ai lu d'Hugo. Ah, je crois que la dernière chose que j'ai lue, c'est l'année terrible, en fait. Je suis en train de regarder. Je crois que c'est l'année terrible. J'ai pas lu L'art d'être grand-père, mais j'ai lu l'année terrible. Ouais, c'est impressionnant. Voilà, donc ça c'est les deux, les Contemplations et les Misérables de Victor Hugo. Alors qu'est-ce que j'ai retenu des poèmes? Il y a un poème que j'aime beaucoup, c'est Sous les arbres, dans Contemplation. Ça parle de corbeilles, d'abeilles. J'ai mis et elle lui montrait comme l'eût fait une abeille, puis les reprenait parlant de nos amours. Alors avant, il fait rimer les fleurs et les corbeilles avec abeilles. Si moi j'écris un poème avec écrit corbeille et après je fais les rimer avec abeille, tout le monde va se foutre de ma gueule. Pas quand c'est Victor Hugo. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah c'est l'apanage des grands, quoi. Et dans Les Misérables, c'est ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne plus vivre. Et ça a été très, très, très longtemps une phrase qui ornait au-dessus de mon lit, dans la maison familiale, au grenier. Très, très longtemps. Ne me demandez pas pourquoi. Et je ne sais même pas moi-même, hein, en fait. Mais quand je l'avais lu, je l'avais mis parce que je trouvais que c'était beau. Ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne plus vivre. Pas faux, hein. Bah, c'est Hugo, quoi. Et alors, attention, le pavé. Ah putain. Les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, on n'en parle pas. Finesse. Alors, il raconte son passé, il raconte pas que son passé, il recrée. Il est plus un acteur qu'un auteur dans cette mémoire d'outre-tombe. Chateaubriand, c'est le truc qui m'est tombé des mains un été, et je me rappelle très bien, j'avais 16 ans, j'avais perdu un être très cher, personne ne savait comment me remonter le moral, il y a un grand oncle qui m'a filé les mémoires d'outre-tombe. Non mais voilà, hein. Non mais voilà, c'est famille dingodée. Ah, on est un peu dingo dans la famille. Je raconte le truc, tout est cassé. Là, le généralogue, il va se vautrer dans les feuilles. C'est juste les feuilles des choses que j'étais en train de relire pour mon prochain roman. Super. Voilà, pourvu qu'il dorme l'autre, parce que sinon il va m'en faire une charpie. Bref. Je n'ai rien compris. Enfin, j'ai rien compris, si. J'ai compris, mais je n'ai pas aimé quand j'ai lu pour la première fois. Il a fallu que je relise ça 10 ans plus tard, donc voilà, 26 ans. Et là, m'est apparu un grand romantique en Chateaubriand. Surtout parce que j'avais rencontré Friedrich, le peintre allemand. Et que j'étais tombée amoureuse de cette espèce de romantique, romanesque, peinture allemande. Et donc j'ai relu les Mémoires d'outre-tombe à tête reposée, tranquille. Et j'ai trouvé que le fait qu'il était obsédé par le temps qui passe et par cette espèce de mélancolie, c'était beaucoup plus beau. Et quand je l'ai relu, je me suis dit, en fait, il ne faut pas qu'on lise les Mémoires d'outre-tombe trop tôt, parce qu'on va passer à côté de choses et que quand on est jeune, franchement, c'est plombant ce truc. Enfin, à moins que vous soyez vraiment bien... Mais j'étais pas assez mélancolique, obsédée par le temps qui passe à 16 ans, donc j'étais plus dans le... Je suis jeune et belle, enfin, c'est relatif, mais voilà. Et j'étais plus dans ce truc-là, donc j'étais plus omnubilée par un garçon, par Chateaubriand. Donc voilà,
Mais les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est quand même un pavé, hein, mais c'est quand même un truc qu'il faut lire. Et moi, que j'ai apprécié de lire. Donc, je l'ai lu 2 fois. La première fois, je me suis mortellement ennuyée. Et la deuxième fois, je pense que je l'ai bouffé. Voilà, donc c'est ça. Ah, vous allez voir ça. Lorenzaccio. Alfred de Musset. Quand je vous disais, George Sand m'a amené à beaucoup de choses. Et qu'elle avait des garçons choupinés. Je n'aurais jamais lu Alfred de Musset si j'avais pas lu George Sand. Parce que j'avais entendu, oui, c'est un vieux truc. C'est pareil, je crois que c'est à Papounet. C'est à Papounet ça. Ah non, c'est à Tantine. Bon, c'est pareil, c'est la sœur à Papounet. Mais, enfin, la famille, quoi. En fait, j'aurais jamais lu Musset si j'avais pas lu George Sand. Et quand j'ai su qu'elle était avec Musset, j'ai voulu lire Alfred Musset. Donc j'ai commencé à dire, il y a quelqu'un qui a dit Musset dans la famille, et on m'a sorti les 55 volumes, machin, pioche là-dedans, tu verras, c'est génial. Donc en fait, Lorenzaccio, ça me faisait penser à Laurent de Médicis. Oui, j'étais déjà fan d'histoire. Et on m'a dit, mais oui, ça se passe sous le duc tyrannique Alexandre de Médicis. Je dis, voilà, donc c'est l'histoire de Lorenzo. Oui, Lorenzo. Donc voilà. Et c'est à Florence, hein, forcément, évidemment. Et donc, moi, j'avais trouvé ça génial. Et j'ai su, après, quand j'ai commencé à en discuter, etc., on m'a dit que c'était sur une idée de George Sand. Donc, comme quoi, vous voyez, je faisais le tour. Alfred de Musset. J'ai cité un truc des Mémoires d'Outre-Tombe ou non? Parce que je tombe sur la grosse pavasse là. Non, alors, Mémoires d'Outre-Tombe, c'est j'ai souvent souhaité ne pas survivre au bonheur. Il y avait dans le premier succès un degré de félicité qui me faisait aspirer à la destruction. Quand vous avez 16 ans que vous lisez ça, je vais vous expliquer un truc. Voilà. À 26, vous captez tout de suite. À 16, c'est un peu plus compliqué. Lorenzaccio, donc Alfred de Musset, que je trouvais choupinesque quand j'étais plus jeune. Je le trouve moins choupinesque. Non, physiquement, je veux dire. Mais sa plume, Musset, quoi. Voilà. Donc lui, c'était Je n'appartiens... Alors voilà, c'est pour ça que j'ai aimé Lorenzaccio. Je n'appartiens à personne. Quand la pensée veut être libre, le corps doit l'être aussi. Deuxième maxime au fronton de mon lit. Non, mais quand je vous dis que ça peut creuser dans l'esprit d'un enfant, j'ai pas tort, hein. Voilà. Non, puis en plus, on m'a élevée comme... en me disant, même les vieilles tantes hein, qui avaient été mariées, des mariages arrangés certaines fois, etc., ou qui avait été mariée 10 fois. Enfin, pas 10, mais il y en a une qui avait été mariée 3 fois. Pour l'époque, hein, donc je vous parle de ça dans les débuts des années 1900. Hein, voilà, dans l'époque où une femme, c'était pas non plus open bar tout le temps. Elle me disait toujours, une femme doit avoir 2 choses essentielles dans la vie. Son indépendance financière et son indépendance toute court. Et elle me disait, tu es libre d'aimer qui tu veux, à une condition, il faut que tu sois indépendante financière pour ne pas dépendre d'un homme. Tu peux aimer les garçons, tu peux tomber follement amoureuse, tu peux perdre la tête, mais tu perds pas tes sous. Voilà. Oui, bah oui, on partait de loin, hein, les féministes. C'était un peu des suffragettes hein, dans ma famille. Hein, voilà, c'est... Voilà. Autre livre... Ah non, voilà. Alors ça aussi, ça a été enquillé, père et fils, hein, dans la bibliothèque familiale, obligatoire de passer par là. Je pense que même ma mère, qui n'est pas une fan de ce type, elle l'a lu, c'est Alexandre Dumas. Moi, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo un été pour une fiche de lecture, parce qu'on devait le faire pour l'école, pour la fiche de lecture de l'été. Et étant dans la cité phocéenne, forcément, le Comte de Monte Cristo, ça parle, hein, Frioul, et Château d'If, machin, blablabla. Edmond Dantès, enfin, l'alcoolique, enfin, l'abbé, enfin, tout ça. Donc nous, à l'école, c'était obligatoire, c'était autant obligatoire que Daudet, Pagnol et toute la clique, hein, Frédéric Mistral. Alors moi, j'ai vécu dans les deux, c'est-à-dire que j'ai été à la fois impactée par la culture provençale et à la fois par le Périgord. L'Aquitaine. Donc vous voyez que moi j'ai les chocs des cultures, hein, en gros. Donc je revenais de la lecture, on me disait « Ah, cet été, t'as lu Pagnol ?» Je dis « Non, j'ai chopé Montesquieu. »
Super. Et quand j'arrivais là-bas, on me disait, ah bon, et alors c'était cette année, qu'est-ce que t'as fait à l'école? T'as fait Eugène Leroy, t'as fait machin? Non, non, j'ai fait Dodé. Non, voilà. Donc j'étais toujours un peu en décalage, mais c'était bien. Le Comte de Monte Cristo, je pense que c'est un incontournable. Il y a plein, hein, bien sûr, les Dumas, Père et Fils, la clique, on va faire les mousquetaires, les trucs, machin. Non, mais moi je trouve que le Comte de Monte Cristo, et puis en plus c'est une histoire d'aventure assez impressionnante. Et puis il y a une phrase qui dit, mon Dieu, conservez-moi la mémoire. Voilà, voilà. D'où. Voilà, non, je vous explique plus. Ah, voilà, c'est. Voilà, impact. C'est un peu Armageddon ce truc. Autre livre. Pardon. Autre livre. Ah ben on arrive à la fin, en fait, presque à la fin. Autre livre. Ah oui. Oh punaise, j'ai rien compris au début. L'écume des jours de Boris Vian. Alors c'est. En fait, c'est un livre qui m'avait été recommandé par une tante qui était une fan de Boris Vian, qui m'a dit il faut lire Boris Vian. Ok. Donc il m'a filé l'écume des jours. Et alors là, cette espèce de conte entre Colin et Chloé, elle a un nénuphar qui pousse dans le poumon. Quand j'ai lu, parce que je sais pas, j'ai peut-être remarqué quand je l'ai lu. Alors c'est pour ça qu'on m'appelle Bibi, enfin que je m'appelle Bibi, que je me auto-appelle Bibi, parce qu'il avait écrit à mon Bibi. Et j'avais trouvé ça très drôle. Non mais, ouais, c'est boulot. Ah, un ex-fiancé encore. C'est terrible. Pardon. Bah écoutez, je retrouve des trucs d'ex-fiancés qui m'ont mis des mots dans des livres que j'ai lus. Je me souviens très bien de ce ex-fiancé, hein, personnellement. Je crois que c'est l'un des plus choupinesques, en fait. Ouais. Mais, nonobstant, j'avais rien compris à l'histoire, à ce conte-là de Chloé Colin avec le nénuphar là qui pousse. Et puis, on l'a fait à l'école. Et évidemment, un prof de français, bah, ça explique très bien. Et moi, j'avais un prof de français qui était divin, en plus d'être beau. Et bah, j'ai tout compris. Voilà. Donc, j'ai gardé ça parce que c'est un roman d'amour un peu beaucoup onirique. Et je trouvais que c'était une belle lecture. Après, c'est pas la lecture la plus merveilleuse que j'ai faite. Et si vous me dites des 25, quel est celui qu'il faut lire en premier, c'est sûrement pas celui-là. Il arrivera sûrement en dernier d'ailleurs. Mais c'est un roman qu'il faut avoir lu. Après, on aime ou on n'aime pas Boris Vian, je m'en fous. Il a fait des très beaux textes, notamment de chansons. Mais celui-là est très joli. Puis, putain, rien que pour la dédicace du fiancé en potentiel, ça vaut le coup. Moi, j'avais noté, ce qui m'intéresse, c'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. Je trouve que c'est joli quand même comme phrase, non? Alors attention, on arrive. L'autre, je l'ai pas. Je l'ai quelque part, mais j'ai pas pu le trouver. C'est La Peste. Non, c'est l'étranger. Alors oui, j'ai hésité entre La Peste et L'étranger de Camus. Et j'ai pris L'étranger de Camus. Parce que l'histoire de Meursault, ce qui m'avait marqué, c'était le fait qu'il assistait aux funérailles de sa mère. Et que on dit que c'est le livre qui a fondé un peu l'absurdité de la vie, etc. Un peu espèce de philosophie d'Albert Camus. Et autant La Peste avait été très facile à lire et très facile à comprendre et à appréhender, autant L'étranger, il fallait vraiment que je me concentre parce qu'il y avait tellement de subtilité dans ce texte et de profondeur dans le texte là et dans le thème que je l'avais lu au lycée et je devais être en première, je crois, quand on a fait L'étranger. Et je dois avouer que j'étais pas emballée par Camus. J'ai lu donc La Peste après. Là, ça m'a emballée et donc du coup, je suis revenue sur L'étranger et j'ai apprécié la plume de Camus à ce moment-là. Voilà. Donc quelquefois, mes classiques et mes retours de classiques sont des retours qui sont des lectures qui ont été une première fois
mais qui sont indélébiles maintenant. Donc l'étranger de Camus, c'est indélébile. Moi j'avais noté, je n'ai jamais aimé être surpris quand il arrive quelque chose, je préfère être là. Je le dis ça à chaque fois. Je n'aime pas les surprises. Si vous voulez me faire un anniversaire surprise, mais n'y comptez pas, je prends la porte et je me casse. Je déteste les surprises. C'est un truc, ça me met mal à l'aise. J'aime bien, mais ça me met mal à l'aise. Et puis je préfère être là. Alors attention, c'est l'avant-dernier. Je l'ai pas non plus, je sais où il est parce qu'il est relié, il est hyper beau. C'est La confession d'un enfant du siècle de Alfred de Musset. Oui, je sais, j'ai eu ma période Alfred de Musset. Alors, je l'ai lu très tardivement. Ça ne fait pas partie des livres que j'ai lus au début d'Alfred de Musset. Je suis tombée dessus par hasard. Et je vais vous le dire pourquoi. Je suis tombée par hasard dessus dans une librairie la veille de mon 40e anniversaire. Dans cette sublime édition qui était bradée en fait parce que la boutique fermait. Donc, il était en train de brader ses livres. Et en fait, j'avais lu qu'il avait écrit cette histoire-là suite à sa rupture avec George Sand et qu'il avait mêlé une histoire de fiction entre Octave et Brigitte, si je me souviens bien, ses propres liaisons amoureuses, enfin rupture et liaison amoureuse avec George Sand. Et tout ça saupoudré du romantisme d'Alfred de Musset. Et je l'avais pas trop, enfin je l'avais trouvé, mais il était dans la bibliothèque, j'avais pas trop envie de le lire, je sais pas. Et je l'ai trouvé sur cet étal, je l'ai acheté. Et comme je prenais le train quelques semaines après, et que le voyage était long, je crois que c'était 7h30, 8h de train, donc je l'ai pris avec moi et je l'ai lu. Et la confession d'un enfant du siècle, je me suis pris la plus belle claque de ma vie dans un train en lisant. Mais vraiment. Je sais pas. Peut-être parce que j'étais en train de vieillir terriblement, mais ça m'a bouleversée dans le train. Et je me souviens que quand je suis descendue à un moment donné, parce qu'il y avait eu un arrêt qui devait durer un quart d'heure, 10 minutes, et qu'à l'époque je fumais. Enfin non, je fumais plus, mais je voyageais avec quelqu'un qui fumait, donc qui est descendu, qui lui aussi lisait en même temps que moi. Et en fait, on est descendu sur le quai, lui pour s'en griller une et moi pour m'aérer. Et il m'a dit, mais pourquoi ça te fait mal aux yeux? Il a pensé que c'était la fumée qui me dérangeait, alors que non. En fait, c'était le roman et que j'avais les larmes aux yeux et que j'étais au bord des larmes. Et je ne me rappelle plus si je lui ai dit ou non. Donc s'il passe par là, il sait que c'était pas à cause de la fumée ou de lui, mais que c'était à cause de la fois de Musset. Mais la confession d'un enfant du siècle. Voilà. Je sais pas. Bah tiens, c'est le deuxième. Alfred de Musset, il en a deux aussi. Vous allez croire que j'ai des chouchous. Non, c'est pas vrai en fait. En fait, ne me demandez pas lequel je préfère parce que je vais vous sortir le grand môle. Hein. Quoique non, vous seriez surpris, c'est peut-être pas. De tout cela, c'est pas le grand môle que je prendrais. Et le dernier. Alors je suis très étonnée parce que j'ai pas celui-là. J'ai sorti celui-là. Et ça m'étonne. Parce qu'il me semblait que je l'avais mis dans le top 20, dans le top 25, mais je crois que je l'ai pas mis. Ah si, je l'ai sauté. Oups. Alors il en reste deux. Je me disais aussi pourquoi je l'ai sorti. Les lésions dangereuses de Coderlo de Laclos. Alors, tout le monde connaît ce roman épistolaire, hein, entre Madame de Merteuil et Valmont. Tout le monde sait... Oui, alors oui, il me perturbe Musset, moi je crois. La perfection n'existe pas. La comprendre est le triomphe de l'intelligence humaine. La désirer pour la posséder est la plus dangereuse des folies. Voilà, vous possédez rien, calmez-vous. Alors ça... je sais pas pourquoi, j'ai l'intuition qu'il y a encore un mot de fiancé. En fait, tous mes fiancés d'école me filaient des mots dans les livres, pour en croire. C'est le même que tout à l'heure. Oui, ouais. Ben, j'ai été fidèle au moins 2 ans avec celui-là.
Bah oui, c'est comme ça. Bah au collège ou au lycée, quand vous aimez, quoi. Bref. Euh, Oh mon Dieu. Donc, les légendes dangereuses, je pense que tout le monde a vu au moins une fois un des films qui a été fait sur le sujet. Euh, Ce que j'avais aimé, c'était le fait que ces deux-là s'aimaient d'un amour très vache, assez cynique, mais que l'un sans l'autre, ils n'étaient rien. C'était assez absolument incroyable. Et quand je l'avais lu, j'avais trouvé ça, mais alors, c'est cynique, hein, ils sont mauvais comme des teignes, ces bêtes. Mais, euh, mais je trouve que c'est fascinant parce que la morale est hyper ambiguë. Et j'avais trouvé que la morale de la fin était quand même assez ambiguë. Nonobstant le fait que dans un des films, il y avait Keanu Reeves en chevalier de Danceny qui était un peu nunuche, mais qu'il était tellement choupinesque celui-là. Enfin, il est toujours choupinesque, hein, la dernière fois je l'ai vu. Oh, il a presque 60 berges, ce mec est toujours beau, quoi. Bref, digression sur Keanu Reeves. Super. Et donc en fait, j'avais trouvé que la morale était très ambiguë. Et il y avait. Et je l'ai retrouvé parce que j'ai pris le livre, comme je l'ai sous la main. J'ai retrouvé le passage. Et c'est une lettre donc du vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Je crois qu'il est écrit à Paris ou un truc comme ça. Je vais le noter parce que je l'ai mis. Voilà. Il met vos ordres sont charmants. Votre façon de les donner est plus aimable encore. Vous feriez chérir le despotisme. Putain, il se bien écrit, regarde. Ce n'est pas la première fois, comme vous le savez, que je regrette de ne plus être votre esclave. Et tout monstre que vous dites que je suis ne me rappelle jamais sans plaisir, le temps où vous m'honoriez des noms les plus doux. Si ce mec-là et cette fille-là ne sont pas dingos l'un de l'autre, mais que par vanité, par orgueil, ils n'osent pas le faire, et qui se font des vacheries pas possibles, et qui blessent à mort d'autres personnes uniquement pour le plaisir de se faire du mal eux-mêmes, voilà. Donc, les liaisons dangereuses de Coderlo de la Clos. Ah ben, voilà. Merci pour la dédicace, au cas où il passe par là. Je pense pas. Bref, et dernier, on y arrive. Hein. Non, mais je vous ai dit qu'on y arriverait, mais je pense que la vidéo fait 1 heure. Hein. Le dernier, c'est la grosse claque que j'ai pris. S'il y a un truc, encore un fiancé potentiel, ça va pas le faire. Hein. Oh putain, c'est pas... Pardon. Désolée. Eh ben, il y a encore un fiancé potentiel, là. Enfin, potentiel. Il était plus que potentiel, celui-là. Ben, je pense qu'en fait, c'est lui qui me l'a acheté. Parce que vu la dédicace, c'est lui qui me l'a acheté. Ça a été... C'est Vercors, le silence de la mer. Ça a été l'un des plus... Ça a été une claque que j'ai lu... Il est tout petit, hein. Que j'ai lu pendant des vacances au ski. J'avais l'habitude de partir régulièrement au ski. Et toutes les années, je prenais des bouquins. Et donc, le garçon en question, on devait le faire hein, dans l'année. Je pense que c'était fait pour le 3e trimestre. Et donc, visiblement, c'est lui qui me l'a acheté en me disant, comme il faut le lire, je vous dis pas la fin. Voilà, donc tu as quelque chose à lire. C'est un rapport avec le silence de la mer. La mer, mais la L apostrophe la mer. Ah, voilà. C'est comme ça qu'il a fait rimer le truc. Il est choupinesque celui-là aussi. Bref. Et donc je l'ai lu et j'étais déjà une passionnée de la Seconde Guerre mondiale, donc je pense qu'il avait capté le coup. Mais cette histoire d'officier allemand francophile qui tombe dans cette famille avec laquelle il essaye de créer un dialogue qui, eux, sont dans un silence implacable et qui font tout pour ne pas fraterniser avec l'ennemi, qui sont même pas amicaux, c'est carrément impossible. Et pourtant, cet homme-là est digne. Et j'avais été, mais the claque. Je pense qu'il y a des livres comme ça, quelquefois je vois passer des vidéos sur l'histoire, sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Et très peu parlent de ce bouquin. J'arrive pas à comprendre parce que je trouve que l'humanisme et l'appel au devoir qui est fait dans ce livre-là est hyper important. Donc Vercors, le silence de la mer.
Et la phrase c'était mais l'espoir, le désespoir ne sont pas choses raisonnables, non, raisonnantes ni raisonnables. Je pense que je vais clore la vidéo sur ça. Donc c'était mon top 25 des œuvres classiques françaises qui, pour moi, sont indispensables à la lecture pour que un jour, si vous me disiez, Lisa, qu'est-ce qu'il faut lire si je vais à l'étranger, quels sont les 25 romans que je dois citer si je vais donner un cours dans une université étrangère, c'est ceux-là que je citerai. Parce que je vois vraiment pas... Enfin, il y en a plein d'autres, attention, la littérature française, c'est comme la littérature anglaise, russe, italienne, enfin bref, toutes les littératures, en tous les cas, les grosses littératures allemandes. On parlait tout à l'heure, espagnol, c'est pareil. Mais la littérature française est riche et il y a énormément de choses. Et je pense que dans ceux-là, vous allez me dire « Ah, mais t'as oublié celui-là, 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 celui-là. » Ouais, j'en ai oublié plein. Mais plein. Mais plein. Mais... j'en ai biffé plein aussi, voilà. Donc, c'est mes 25, c'est ceux qui, si demain je perds tous mes bouquins, je les rachèterai parce que c'est ceux qui doivent être dans ma bibliothèque. C'est ceux que je pourrais lire, pas ad vitam aeternam, mais que j'aurai plaisir à relire. D'ailleurs, Le Grand Maulne va faire partie des relectures de cette année. Et maintenant que je l'ai vu, je pense que je vais le relire. Parce qu'il me donne encore envie de le lire. Donc voilà, c'est des livres qui me donnent envie de lire et qui m'ont donné envie de lire, qui m'ont donné envie de continuer à lire, qui m'ont donné des phrases, des explications, des ouvertures sur quelque chose qui m'était personnel, comme des ouvertures sur le monde, sur d'autres choses, parce que quand j'ai lu George Sand, j'ai appris, j'ai lu sa vie et j'ai découvert Chopin, bien sûr, mais surtout Alfred de Musset. Et Musset m'a amené à autre chose. Voilà. Donc c'est un peu les livres qui m'ont ouverte à la littérature en général, même si j'en ai lu beaucoup, que j'en ai oublié beaucoup, mais qui pourraient faire partie, si j'avais fait le top 100, on restait 6 heures. Hein, donc voilà. Déjà, ça va être très long, je pense que ça va durer bien 1 heure, et je pense que vous allez en avoir marre. Donc vous aurez le droit de faire moitié-moitié. Voilà, donc c'était les 25. Moi, je serais heureuse de savoir. Maintenant, encore merci aux abonnés qui sont arrivés. Justement, les abonnés, là, vous pouvez me dire ce que vous avez aimé, si vous en avez lu, quels sont ceux que vous avez lus. Je vais essayer de les lister dans la barre d'infos, histoire que vous les ayez. Et du coup, vous n'auriez qu'à faire des copier-coller pour ceux que vous avez lus. S'il y en a qui sont intéressés, je le dis tout de suite, s'il y en a qui sont intéressés de lire en lecture commune, sachant que je l'ai déjà lu, mais c'est pas grave, je veux le relire, Le Silence de la mer ou Le Grand Maulne cette année, n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires, vous me dites « Oh, je suis intéressée par la lecture commune de celui-là ». On se fait des messages privés, on voit à quel moment on peut le lire et on s'en fait une. Et puis si vous avez une chaîne vidéo, ça sera avec grand plaisir qu'on échangera une autre lecture commune. Et si vous n'en avez pas, on échangera tout simplement. Moi, les lectures communes, ça se passe vraiment. C'est-à-dire quand je fais une lecture commune avec quelqu'un, j'échange. Je ne mets pas à la fin du roman je l'ai lu, au revoir, merci. Non, j'échange, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai pas compris, pourquoi, comment, etc. Voilà, donc c'est vraiment un échange que je souhaite. C'est pas un truc, j'ai fini le livre, au revoir, bonne année, on l'a lu, voilà. C'était tout pour cette fois-ci. On se retrouve le mois prochain, en avril. Ne te découvre pas d'un fil. Il y a un FAQ qui arrive et j'ai envoyé quelque chose sur Insta, donc je pense que j'ai commencé à avoir des questions. Je l'ai laissé, je vais le renouveler régulièrement dans les instantanés, dans les petites stories, pas dans le feed, mais dans les stories, dans les trucs directs, histoire que vous puissiez poser vos questions, parce que j'en ai déjà quelques-unes. C'est marrant, il y a toujours des choses qui reviennent, vous avez des marottes envers moi, donc voilà. Allez, bonne semaine, je vous embrasse. Et puis au mois prochain. Qui est très proche en fait. Mais c'est pas grave. On part avec... Ouais, je sais. Allez, c'est les 2 lectures communes de cette... Avant juin, hein, je vous préviens, c'est avant l'été, hein, parce que je ferai peut-être une lecture commune pour autre chose en septembre, octobre, novembre, décembre, mais voilà.